Et tout de suite, on va parler de sport pour la quotidienne de l'Euro avec Sander en Désadré. Bonjour Sander. Bonjour Alexandre. Ça y est, en route pour les quarts de finale. Ça débute demain. Et oui, avec une première affiche qui opposera le Portugal à la Pologne, un match qui se déroulera à Marseille. Vous découvrez, ou vous revoyez en tout cas les 4 quarts de finale. Et donc la France, vous le savez, jouera en dernier. Ce sera dimanche soir. Des Bleus qui sont à Clairefontaine où ils récupèrent de leur 8e de finale. Ils nous ont envoyé hier quelques images tournées en salle de musculation. Aujourd'hui, entraînement en public, il faut le signaler. Et justement, on va retrouver notre envoyé spécial sur place, Thierry Coiffier. Alors après être longtemps resté enfermé, les portes pour apercevoir les Bleus commencent à s'entrouvrir. J'imagine, Thierry, que c'est une volonté du sélectionneur. Exactement, Sander. Alors, pas tout à fait, parce qu'il y a aussi un point de règlement de l'UEFA qui oblige toutes les équipes participant à cet Euro d'ouvrir au moins une fois un de ces entraînements au public. Écoutez, Didier Deschamps a choisi celui-ci, sans doute que le sélectionneur et son staff commençaient aussi à entendre certaines voix de supporters, notamment un peu mécontents de ne jamais, au fond, pouvoir approcher l'équipe de France. On a été témoin avec Stéphane Iorgulescu de certaines de ces scènes, notamment à Marseille, devant l'hôtel des Bleus, même juste avant leur match d'ouverture face à la Roumanie, ou encore une fois à Lille. Et puis, c'est vrai que progressivement, on a vu les Bleus s'ouvrir un petit peu plus. Adil Rami est venu signer quelques autographes, et puis ils ont été même 5 à descendre du car juste avant de rentrer dans leur hôtel à Lyon, venir prendre des selfies et signer quelques autographes. Il y a donc effectivement, Sander, vous avez raison, une volonté de s'ouvrir avant ce France-Islande de dimanche. Merci beaucoup Thierry Coiffier. On vous retrouvera tout à l'heure à 17h justement pour voir cet entraînement qui est ouvert au public. On va parler maintenant des Islandais avec vous, Sander, et vous avez trouvé une image étonnante de leur sélectionneur. Oui, alors c'est surtout que la quiétude, les Islandais qui ont choisi pour camp de base Annecy, la quiétude du lac et le bon air des montagnes, et ils se sont déjà remis de leur exploit, vous allez voir, pour se projeter vers la suite. Écoutez le sélectionneur islandais, Heimir Hallgrímsson, c'était en conférence de presse il y a quelques instants. Nous pouvons aborder les matchs en étant détendus. Nous pouvons montrer le meilleur. Nous n'avons pas de pression. Nous ne devons pas obligatoirement gagner. Bien sûr, nous jouerons pour gagner, mais ce ne sera pas une grande surprise si nous ne battons pas la France. C'est un grand avantage pour nous, et c'était une grande pression sur les Anglais. Vous pouviez le voir sur leur visage. Nous les connaissons, ils jouent bien mieux d'habitude que ce qu'ils ont fait contre nous. Des bons textes, quoi. Merci beaucoup, Sander. À tout à l'heure, 17h. À tout à l'heure. Et tout de suite, on va continuer à parler de sport avec Emmanuel de Richoufs. Bonjour. Bonjour. Monsieur. Vous êtes vice-président de Cap Jeunesse. Alors, on va continuer à parler de sport, mais d'une manière un petit peu différente, puisqu'on va parler de sport, entre autres, comme levier d'intégration pour les jeunes. Vous êtes général, on vous surnomme le général des banlieues. Vous êtes un ancien de la Légion étrangère, vous avez été notamment en Côte d'Ivoire. Mais on va dire que ce n'était pas vraiment pour ces faits d'armes que vous êtes sur ce plateau, mais plutôt pour une opération d'un autre genre. Ça s'appelle Cap Jeunesse. Vous en êtes le vice-président et ça a été lancé aujourd'hui au Sénat. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé ? Oui, tout à fait. Alors, le Cap Jeunesse, c'est un déclic. Vous savez, c'est un déclic de rencontres qui se sont faites il y a à peu près 2 mois entre le président, qui est un ancien marin et lui-même ancien marin et chef d'entreprise, et moi, et un certain nombre d'autres équipiers. Nous avons décidé de véritablement booster un petit peu ce que je faisais et ce qu'il faisait par ailleurs, c'est-à-dire finalement de l'insertion-formation. Pourquoi ? Eh bien parce que en regardant le paysage politique tel qu'il est aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a 150 000 jeunes qui quittent le système éducatif chaque année sans rien ou à peu près rien. Et dans ces 150 000 jeunes, eh bien évidemment, ça s'ajoute d'année en année, et peu d'entre eux finalement réussissent à trouver leur voie dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, à trouver leur voie dans la société, j'allais dire, familiale, économique, sociale. Et le résultat de tout ça, c'est peut-être ce qui se passe en ce moment ou ce qui s'est passé dans notre pays depuis quelques mois. Et donc, nous nous sommes dit qu'il fallait véritablement faire quelque chose et qu'il était important véritablement de faire quelque chose à grande échelle, à plus grande échelle. Et ça a été le déclenchement de Cap Jeunesse. Donc, si je comprends bien, vous voulez donner une dernière chance à des jeunes qui sont considérés comme irrécupérables par le système. Alors, je ne dirais pas une dernière chance parce que c'est peut-être péjoratif, je dirais une autre chance. Parce que nous nous sommes rendus compte, là aussi, c'est l'expérience qui parle devant vous, c'est que tous ces jeunes, en définitive, ils veulent faire
quelque chose, ils veulent s'en sortir, ils veulent retrouver, j'allais dire, des repères, retrouver un objectif, être encadrés, de manière finalement à être citoyen, un citoyen comme vous et moi. Sauf que, bien, dans l'endroit où ils sont aujourd'hui, dans les filières qu'ils n'ont pas eues, eh bien, ils sont incapables ou ils n'ont pas la possibilité de trouver chaussures à leurs pieds, en quelque sorte. Voilà. Alors donc, Cap Jeunesse, pour faire simple, ce n'est pas une association qui va faire elle-même quelque chose. C'est une association qui va être à la fois fédératrice et accélérateur de potentialités. En fait, ce que vous me dites, c'est que ces jeunes sont volontaires, qu'ils ont envie de s'en sortir, mais que visiblement, en fait, personne ne leur tend la main. Est-ce que ça veut dire, en tout cas pour vous, que l'État ne fait pas ou plus vraiment son travail? Alors je ne dirais pas ça comme ça. L'État fait beaucoup. L'État fait beaucoup en termes effectivement d'associations, de formations diverses et variées, d'écoles puissantes, etc. Mais il manque à tout cela une vision, j'allais dire, horizontale. Un jeune aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire à un jeune qu'il va faire de la danse pour s'en sortir, ou faire de la boxe, ou faire du football. Il ne s'en sortira pas. Il va faire du football, ça va lui donner peut-être l'envie de se surpasser. Mais derrière tout ça, il faut, pour entrer dans l'entreprise, un savoir-être, un savoir-faire, etc. Et chacune des associations aujourd'hui en France, et il y en a plusieurs milliers, chacune des associations ne comporte pas tous ces volets, si vous voulez. Et donc ne comporte pas tous ces volets. Vous combinez tous ces volets. L'idée, c'est que les associations puissent se parler déjà, puissent se connaître, se parler, se rencontrer. Et c'est l'objectif, le maigre objectif que nous sommes fixés, c'est-à-dire avoir un maillage. Voilà. Un cursus complet, en fait. Essayer d'avoir un cursus complet en accord avec les entreprises. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des entreprises qui nous ont rejoints. Ces entreprises sont intéressées par ce que nous faisons ou ce que nous allons faire. Et elles souhaitent avoir véritablement des prérequis suffisants pour intégrer les jeunes au travail. Et donc c'est véritablement dans ce domaine-là que nous allons nous focaliser, de manière à permettre à des jeunes qui n'avaient rien il y a quelques mois ou quelques années, puissent intégrer une entreprise avec l'espoir d'y faire leur vie. Et du coup, concrètement, tous les jours, pour ces jeunes qui vont avoir la chance de suivre ce cursus, voilà, alors ces jeunes, nous ne les avons pas directement avec nous. Ces jeunes, ils sont dans des associations. Nous en avons actuellement 15 avec nous. Nous espérons en avoir une cinquantaine à la fin de l'année, puis 200 à terme. Ces associations qui viennent avec nous rejoignent parce qu'elles croient à ce que nous pouvons leur apporter, c'est-à-dire évidemment un accélérateur vers elles pour ouvrir vers des entreprises, ouvrir vers d'autres associations, etc. Et en quelque sorte, nous essayons par les personnalités qui sont avec nous, qui soient à la fois de l'entreprise, des associations, du monde politique, du monde associatif, permettre à ces associations d'avoir des capacités différentes et multiples. Voilà. Ces hommes politiques, ce soutien politique, c'est assez récent? Eh bien, écoutez, en tout cas, ça date d'aujourd'hui. Je pense que la situation est suffisamment grave aujourd'hui pour qu'enfin on prenne en compte ces phénomènes qu'on ne veut pas voir. Vous faites allusion au terrorisme, c'est véritablement la situation de ces jeunes. Vous faites allusion notamment aux jeunes qui seraient tentés par, tout à fait, le terrorisme. Tout à fait. Je personnellement, dans le travail qui m'occupe aujourd'hui, au travers de ce que je mène dans les banlieues qui s'appelle Permis Sport Emploi, j'ai des jeunes de ce type-là. Et ces jeunes de ce type-là, il s'agit bien évidemment de refaire aimer la France. Et pour aimer la France, il faut mener un certain nombre d'actions citoyennes vers ces jeunes qui ne demandent qu'une seule chose, c'est qu'on leur ouvre un espoir, qu'on leur donne l'espoir de pays. Des jeunes qui seraient tentés par le terrorisme, mais qui viennent quand même vous demander de l'aide. On en a, oui, bien sûr. Alors je peux pas ici. Non, mais c'est assez intéressant parce qu'on s'imagine que ce n'est pas vraiment possible d'avoir à la fois envie. Mais si vous voulez des jeunes, il faut se poser la question pourquoi est-ce que ces jeunes quittent la France pour aller ailleurs? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Si nous, Français anciens avec un background, nous ne sommes pas capables de donner à cette jeunesse avoir envie, donner un objectif fort, permettre le rêve, il est bien évident que cette jeunesse se détourne de nous. Et ça passe éventuellement par une petite semaine à l'armée? Alors ça se passe pour moi, ce qui me concerne, oui. Ça peut se passer avec une semaine sportive ailleurs, ça peut se passer sous forme de raid aventure, ça peut se passer, il y a des tas de choses que des associations font. Et l'idée, c'est véritablement que ces associations puissent se rencontrer de manière à ce que les jeunes puissent partager les expériences des unes et des autres pour finalement s'en sortir et arriver véritablement à la citoyenneté, à l'emploi.
Et vous, en tant que militaire, comment est-ce que vous êtes perçu dans les banlieues? Est-ce que bien, l'armée a une bonne image? Eh bien, écoutez, je risque de vous faire sourire et de vous étonner. Je pense que les militaires, aujourd'hui, sont très bien vus dans les banlieues. Pourquoi? D'abord parce que nous faisons des choses... D'abord, je pense que nous savons, grosso modo, nous savons faire de la formation. Et la deuxième chose, je pense que quand on dit quelque chose, on le fait. On tient parole. Et je crois que ce qu'il manque à ces jeunes, c'est justement, jusqu'à présent, on ne leur a pas tenu parole. On leur a promis des tas de choses, on n'a jamais tenu parole, ou faiblement parole. Et moi, si vous voulez, je ne suis pas très ambitieux, j'essaie simplement de dire, toi, compte tenu de ton passif et de ton passé, je pense que tu ne peux pas aller dans telle entreprise, mais tu pourras aller dans telle autre, à condition de. Et on va te suivre et tu vas y aller. Et quand on y va, on a des ambassadeurs qui sont prêts finalement à nous suivre et à dire et faire en sorte que nous soyons connus. Donc en fait, c'est un suivi très personnel. Très personnalisé. Et pas forcément qu'avec des règles, en fait. Il y a aussi une dimension d'affection, j'ai l'impression. Il faut les aimer. C'est-à-dire que dans notre pays, ce qui manque, c'est deux choses, j'allais dire. C'est d'une part la confiance. Leurs parents sont absents. Faites leur confiance et puis aimez-les. Les parents, mais vous avez des situations apocalyptiques qui font bien entendu, que ces jeunes sont là aujourd'hui peut-être. Même s'ils ont un travail, même s'ils ont une formation, il faut savoir que derrière, tout un environnement familial et social extrêmement compliqué, en particulier pour les jeunes femmes, qui font que celles-ci ont du mal à parvenir justement à l'emploi. D'accord. Merci beaucoup, Emmanuel de Richoux, d'avoir été sur ce plateau cet après-midi. Je rappelle que vous êtes vice-président de Cap Jeunesse qui a donc été lancé aujourd'hui au Sénat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous dans un instant, l'essentiel de l'info sur LCI. À tout de suite.